Bonjour, on se retrouve dans la deuxième partie de notre premier chapitre sur la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique, toujours dans le cadre de la première unité sur la consommation de la matière organique et flux d'énergie. On enchaîne avec la troisième activité où on va étudier la respiration cellulaire en détail et le rôle des mitochondries dans ce processus, sachant que dans la dernière séquence, on a dit qu'il y a deux voies métaboliques de dégradation du glucose. C'est la respiration cellulaire en milieu aérobie en présence d'oxygène et la fermentation en milieu anaérobie en absence d'oxygène. Donc, dans cette partie du cours, on va détailler que ce soit la respiration et la fermentation et on va connaître les étapes de chacune. Maintenant, on va voir le rôle des mitochondries dans la respiration cellulaire, puisqu'on a déjà dit dans la dernière séquence qu'une levure qui utilise le processus de la respiration cellulaire pour la dégradation du glucose, elle contient plusieurs mitochondries qui sont développées et abondantes. Donc on a dit que la respiration nécessite l'intervention des mitochondries. Maintenant, on va voir en quoi ça consiste cette intervention des mitochondries. Pour cela, on a des données expérimentales représentées sur votre 6e document. Donc, on va faire un broyage des cellules pour en extraire les mitochondries qui se trouvent dedans. Et on va préparer une suspension de mitochondries par centrifugation. Et dans un milieu réactionnel contenant le dioxygène, on va visualiser la variation du taux de dioxygène dans le milieu par le dispositif EXAO, expérience assistée par ordinateur, et on obtient comme résultats expérimentaux la courbe représentée sur notre graphique. Donc on a sur notre graphique la variation de la concentration de dioxygène. Donc voilà, c'est la grandeur qui varie en micromoles par litre en fonction du temps, en minutes, dans un milieu contenant une suspension de mitochondries. Voilà les constituants du milieu. On a des mitochondries, on a aussi le dioxygène, c'est un milieu aérobie, et on a une injection de glucose à l'instant T1 et un ajout de pyruvate à l'instant T2. Si l'on veut décrire nos résultats ou bien décrire la variation de la concentration de dioxygène, on va diviser notre graphique en deux domaines. Le premier domaine, c'est de T0 à T2, donc c'est le premier domaine. Voilà. De cet instant-là à cet instant-là. Pourquoi on choisit ce domaine? Parce qu'on voit que la concentration de dioxygène reste stable de T0 jusqu'à T2 malgré l'injection du glucose à T1. Et le deuxième domaine, ce sera de T2, 2 minutes, jusqu'à la fin de l'expérience parce qu'on a une diminution de la concentration de dioxygène tout au long de cette période. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. On constate que de T0 à T2, on a une concentration constante de dioxygène. Bien sûr, on va détecter la valeur maximale qui est 110 micromoles par litre. Et cette constance, elle a lieu malgré ajout de glucose à T1. Puis, à partir de T2, quand on dit à partir, c'est-à-dire de T2, jusqu'à la fin de l'expérience. Donc, après ajout du pyruvate, c'est l'effet marquant, c'est l'ajout du pyruvate. On a une diminution, comme vous voyez, une diminution de la concentration de dioxygène jusqu'à atteindre une valeur minimale à peu près de 40 micromoles par litre à la fin de l'expérience après 9 minutes. Maintenant, on passe à l'interprétation de ces résultats, c'est-à-dire on va expliquer la constance de la concentration de dioxygène dans le premier domaine et la diminution de cette concentration dans le deuxième domaine. Donc de T0 à T2, malgré l'ajout de glucose à l'instant T1, on a une concentration stable, c'est-à-dire dans le milieu réactionnel où on a des mitochondries et du dioxygène avec du glucose. Donc voilà nos mitochondries par exemple. Et si on prend ces petits points, ce sont le dioxygène et celui-là, c'est le glucose, par exemple. Donc, on constate que malgré l'ajout du glucose, la concentration de dioxygène ne varie pas. C'est-à-dire, les mitochondries n'utilisent pas le dioxygène pour dégrader ce glucose. Par contre, au moment T2, où on ajoute le pyruvate, qu'est-ce qui va se passer? On aura diminution de la concentration de dioxygène. C'est-à-dire
ces petits points, par exemple, qu'on a schématisé tout à l'heure, il y aura disparition de dioxygène dans le milieu. C'est ça ce que ça veut dire, la diminution du dioxygène. Où est parti ce dioxygène? Ce sont les mitochondries qui l'ont utilisé. Donc voilà les mitochondries. Ils l'ont utilisé afin de dégrader. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elles vont dégrader? Elles vont dégrader le pyruvate et non pas le glucose. Parce que tout à l'heure, elles n'ont pas dégradé le glucose, mais maintenant, elles vont dégrader le pyruvate en utilisant le dioxygène qui se trouve dans le milieu. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que les mitochondries utilisent l'acide pyruvique ou le pyruvate comme métabolite énergétique et non pas le glucose. C'est-à-dire la mitochondrie, elle ne reconnaît pas le glucose, elle ne peut pas l'utiliser, elle ne peut pas le dégrader comme métabolite, mais par contre, elle peut reconnaître le pyruvate et donc le dégrader pour en extraire l'énergie chimique qui se trouve dedans. Maintenant, on va voir la structure et l'ultrastructure de la mitochondrie qu'on a sur notre document 7. Donc ici, c'est une observation microscopique d'une mitochondrie avec un grossissement de 10 000 fois. Et on a ici un schéma de l'observation microscopique dans lequel on va déterminer les différents constituants de la mitochondrie, à savoir le numéro 1, c'est la membrane externe, le numéro 2, c'est la membrane interne. Donc, on voit qu'il y a deux membranes. Ensuite, le numéro 3, c'est la matrice. C'est cette partie-là de la mitochondrie. Le numéro 4, c'est une crête. Le numéro 5, c'est l'espace intermembranaire, c'est-à-dire l'espace entre les deux membranes internes et externes. Et le numéro 6, c'est l'ADN mitochondrial. Donc, on voit que la mitochondrie, c'est un organisme qui a son propre ADN, c'est-à-dire elle peut synthétiser quelques protéines nécessaires à ses fonctions. On donne une petite définition de la mitochondrie. C'est un organisme cellulaire délimité de deux membranes. Une membrane externe, c'est la membrane qui sépare la mitochondrie de l'hyaloplasme. Comme on a dit, c'est le cytoplasme sans les organites. Et une membrane interne présentant les replis appelés des crêtes. Donc ces crêtes, ce sont des replis de la membrane interne. Les deux membranes sont séparées par un espace intermembranaire. La membrane interne limite la matrice à l'intérieur. Donc, c'est la membrane interne qui va délimiter cet espace interne de la mitochondrie qui est la matrice. Et cette matrice renferme plusieurs enzymes intervenant dans les réactions de la respiration cellulaire. Tout ce qu'on voit ici, ce sont des enzymes qui vont être utilisées dans la respiration cellulaire afin de dégrader, comme on a dit, l'acide pyruvique. Toujours dans la structure de la mitochondrie, on va maintenant faire un petit zoom au niveau de la crête, comme on voit ici. On voit que cette crête, elle est tapissée de petits points, comme vous voyez, vers l'intérieur de la mitochondrie, vers la matrice, et non pas vers l'espace intermembranaire. Donc, l'ultrastructure de ces membranes internes et externes montre qu'il y a présence de phospholipides, bien sûr, au niveau des membranes, parce que ces membranes, elles ont une structure proche de celle de la membrane cytoplasmique des cellules. Et on voit qu'il y a plusieurs protéines intégrées, c'est le numéro 8, au niveau de la membrane externe et de la membrane interne. Mais on voit que la membrane interne, elle porte des sphères pédonculées, appelées aussi ATP synthétase ou ATP synthase, parce que les sphères pédonculées portent une enzyme nécessaire à la synthèse d'ATP, comme on va voir tout de suite. Les sphères pédonculées, ce sont ces petits points qu'on voit ici dans le schéma. Vous voyez, elles sont dirigées vers la matrice et non pas vers l'espace intermembranaire. Donc ça, c'est la membrane externe, la membrane interne, et ça, c'est l'espace intermembranaire. Si on veut voir un petit peu les propriétés des deux membranes de la mitochondrie, on va dire que la membrane externe, donc elle contient des protéines transmembranaires, ce sont les porines. Donc les porines, ce sont comme des petits pores qui se trouvent au niveau de la membrane externe de la mitochondrie. Et ces petits pores vont permettre le passage des ions et des métabolites hydrosolubles. Les métabolites hydrosolubles, à savoir l'acide pyruvique qui va pénétrer par les porines qui se trouvent sur la membrane externe pour arriver dans l'espace intermembranaire, puis dans la matrice de la mitochondrie. Et la membrane interne, elle contient des protéines de transport d'électrons. Vous les voilà, donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des protéines transporteuses d'électrons et des enzymes et des complexes enzymatiques. Ce complexe enzymatique, c'est l'ATP synthase, surtout,
qui se trouve au niveau des sphères pédonculées, comme on a dit. On entame maintenant les différentes étapes de la respiration cellulaire au niveau de la mitochondrie. On a déjà dit que la respiration cellulaire commence par une première étape au niveau de l'hyaloplasme qui est la glycolyse. La glycolyse va permettre le passage du glucose vers l'acide pyruvique ou le pyruvate. Ce pyruvate, il est reconnu par la mitochondrie, il va rentrer dedans et il va commencer plusieurs étapes afin de terminer les différentes étapes de la respiration cellulaire, maintenant au niveau de la mitochondrie et non pas au niveau de l'hyaloplasme. Donc, on va voir l'oxydation du pyruvate dans la matrice, c'est-à-dire on va voir le devenir du pyruvate après avoir pénétré dans la mitochondrie. On a dit que le pyruvate qui est produit dans l'hyaloplasme va pénétrer grâce aux porines qui se trouvent au niveau de la membrane externe de la mitochondrie et va se retrouver au niveau de l'espace intermembranaire. Ensuite, il va passer vers la matrice grâce à la pyruvate translocase et il va passer grâce à un petit passage de protons avec lui et va se retrouver maintenant dans la matrice de la mitochondrie. Un petit peu, c'est notre mitochondrie schématisée ici et ça, c'est la matrice. Donc, l'acide pyruvique qui entre dans la matrice ou le pyruvate, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va premièrement subir une première étape qui est le passage de l'acide pyruvique à l'acétylcoenzyme A. Faites attention maintenant pour bien comprendre ces étapes. Donc, la première chose qui arrive, c'est une décarboxylation de l'acide pyruvique. Qu'est-ce que ça veut dire la décarboxylation? C'est une perte d'atomes de carbone. D veut dire perte. Donc, l'atome de carbone qu'a perdu l'acide pyruvique, il va libérer le CO2. Donc, le résultat de cette décarboxylation, c'est la libération de CO2. Le voilà, le CO2. Ce C, cet atome de carbone, c'est l'atome qui a été enlevé à l'acide pyruvique. Ce même acide pyruvique, il va subir une déshydrogénation. Toujours le préfixe D veut dire une perte. Maintenant, une perte de quoi? Une perte d'hydrogène. L'acide pyruvique va perdre de l'hydrogène et cet hydrogène qui a été libéré, donc libération de protons H+, par déshydrogénation de l'acide pyruvique, il va être capté par ce NAD+. Donc, le NAD+, on a dit que c'est un transporteur d'électrons et de protons H+. Quand il va trouver des protons libres, quand on dit déshydrogénation, il y a libération de protons H+, et d'électrons. Ces protons H+, et ces électrons, ils sont fortement énergétiques. Ils ne doivent pas rester libres dans la cellule. Donc, c'est ce monsieur, le NAD+, qui va s'en occuper pour fixer ces protons et ces électrons et va donc être réduit. Donc, on a ici réduction du NAD+, en NADH+. Donc, ce NAD+, va fixer les hydrogènes libérés par l'acide pyruvique et il va être réduit et donner du NADH+, dans cette première étape de formation de l'acétylcoenzyme A. Bien sûr, cet acétylcoenzyme A, c'est de l'acide pyruvique qui a perdu un carbone, des hydrogènes. Il va réagir avec le coenzyme A. Donc ici, on a une réaction avec le coenzyme A ou bien le CoH. Donc réaction entre les deux va donner l'acétylcoenzyme A. Donc c'est la première étape des réactions qui se passent au niveau de la matrice mitochondriale. C'est la formation de l'acétylcoenzyme A et la réaction globale de cette étape. Donc c'est le CH3COCOH, c'est l'acide pyruvique, plus le CoH, le coenzyme A, plus NAD+. Ça donne le CH3CO-CoA, c'est l'acétylcoenzyme A, plus NADH+, plus CO2. Donc après formation de l'acétylcoenzyme A, cet acétylcoenzyme A qui est formé de 2 atomes de carbone. Pourquoi? Parce qu'il vient de la décarboxylation de l'acide pyruvique qui avait 3 atomes de carbone. Il a perdu un atome qui est parti dans le CO2. Donc, il lui reste 2 atomes de carbone. Celui-là va réagir avec l'acide oxaloacétique. C'est un composé à 4 carbones, comme vous voyez, qui est déjà présent dans la matrice mitochondriale. Donc, il va réagir avec l'acétylcoenzyme A. 4 et 2 vont faire 6 carbones et on va obtenir l'acide citrique à 6 carbones, à 6 atomes de carbone, avec libération du coenzyme A qui va être réutilisé dans la première étape de l'oxydation de l'acide pyruvique.
Donc cet acide citrique maintenant, il va pénétrer dans le cycle de Krebs. Donc la deuxième étape de l'oxydation du pyruvate dans la matrice, toujours on parle des réactions qui se passent dans la matrice de la mitochondrie. Donc la première chose, c'est la liaison de l'acétylcoenzyme A à l'acide oxaloacétique pour formation de l'acide citrique. Après, l'acide citrique va rentrer dans les réactions du cycle de Krebs. La première chose qui va se passer au niveau de l'acide citrique, c'est qu'il va subir une décarboxylation, c'est-à-dire il va perdre un atome de carbone pour passer d'un composé de 6 carbones à un autre qui est composé de 5 atomes de carbone. Quand on dit décarboxylation, ça veut dire automatiquement libération de CO2. Donc la libération de CO2, cet atome de carbone, c'est l'atome issu de la décarboxylation de l'acide citrique. Donc cette décarboxylation va donner le CO2. C'est le premier CO2 formé dans le cycle de Krebs. Le deuxième, c'est celui-là. C'est la décarboxylation de ce composé à 5 atomes de carbone qui va devenir un composé à 4C. Donc, c'est pour ça on a dit qu'il y a libération de 2 CO2 par décarboxylation. Ensuite, on a une réduction au cours du cycle de Krebs des NAD+. Combien on a de NAD+ réduit? On a, le voilà, 1, 2 et 3. 3 NAD+ réduits. Qui dit réduction des NAD+, dit formation des NADHH+. Donc, 3 NADHH+, qui se forment. On a aussi une réduction de 1 FAD+, le voilà. Donc le FAD+, on a dit que c'est un autre transporteur d'électrons et de protons qui va capter les électrons et les protons libres. Il joue le même rôle que le NAD+. Donc la réduction de ce FAD+, va donner un FADH2. Un FADH2. Donc les deux réactions de réduction du NAD+, et du FAD+, donc c'est NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons, ça donne NADHH+, et pour le FAD+, plus H+, plus 2 électrons, donne le FADH. Ensuite, on a aussi, dans le cycle de Krebs, formation de 1 ATP, donc le voilà. On a ici les GDP plus PI forment le GTP, et le GTP, il va se transformer en ATP, et on dit qu'on a obtention d'un ATP au cours du cycle de Krebs. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la régénération de l'oxaloacétate. Donc, toutes ces réactions du cycle de Krebs vont amener à la formation d'un nouvel acide oxaloacétique ou oxaloacétate. Donc, on a l'acide citrique à 6 carbones, donne un composé à 5 carbones, puis à 4 carbones, et on reste avec les 4 carbones jusqu'à obtention de l'acide oxaloacétique qui va rentrer dans un nouveau cycle de Krebs. Donc, il va réagir avec un nouvel acétylcoenzyme A. Donc, la réaction globale de la deuxième étape de l'oxydation du pyruvate dans la matrice, c'est-à-dire la réaction globale des réactions du cycle de Krebs. Donc, c'est le CH3CO-CoA, c'est l'acétylcoenzyme A, plus 3 NAD+, plus FAD, plus ADP, plus PI, plus 3 H2O, va donner le CoH. Donc, on voit ici qu'il y a formation de libération du CoH, plus 3 NADHH+, plus FADH2, plus ATP, plus 2 CO2. Donc voilà notre ATP et voilà nos 2 CO2 formés au cours des réactions du cycle de Krebs. Et on a aussi les 3 NADHH+, et le 1 FADH2. On peut le résumer dans le bilan de l'oxydation d'un pyruvate, c'est-à-dire toutes ces réactions-là, qu'est-ce qu'elles vont donner? Elles vont donner 4 NADHH+, c'est-à-dire les 3 NADHH+, du cycle de Krebs, avec ce NADHH+, qu'on a ici. On a un FADH2, c'est le FADH2 formé lors du cycle de Krebs. On a formation d'un seul ATP, le voilà. Et on a formation de 3 CO2, c'est le premier, voilà le deuxième, et le troisième CO2 formé au cours de l'oxydation du pyruvate dans la matrice mitochondriale. Sachant que le glucose donne 2 acides pyruviques, c'est-à-dire tout cela, on va le multiplier par 2 pour chaque molécule de glucose. C'est-à-dire pour une molécule de glucose, on aura 8 NADHH+, 2 FADH2, 2 ATP et 6 CO2. Et voilà la réaction globale de l'oxydation d'un acide pyruvique dans la matrice. On part de l'acide pyruvique, le voilà.
avec 4 NAD+, FAD, ADP, PI et 3 H2O. Et on va obtenir 4 NADHH+, plus FADH2, plus ATP, plus 3 CO2. Remarquez que l'acide pyruvique ici, il portait 3 atomes de carbone, 1, 2 et 3. Ces 3 atomes de carbone, on les retrouve dans les 3 CO2 formés, c'est-à-dire que le pyruvate, il est dégradé totalement. On ne retrouve plus de composés complexes. Il y a automatiquement formation des CO2 qui portent un seul atome de carbone. Donc, il y a dégradation totale de l'acide pyruvique dans la matrice mitochondriale. On a ici un petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit. Donc, après pénétration du pyruvate dans la matrice de la mitochondrie, celui-là va subir une décarboxylation pour former l'acétylcoenzyme A en libérant des électrons fortement énergétiques. Ces derniers seront captés par les transporteurs NAD+, ainsi que les protons, bien sûr, H+. L'acétylcoenzyme A va entrer alors dans les réactions du cycle de Krebs. Et le cycle de Krebs est une série de réactions qui dégradent l'acétylcoenzyme A, formée par décarboxylation du pyruvate, pour produire des NADHH+, et un FADH2. Ces deux derniers sont porteurs d'électrons fortement énergétiques. Donc, ce sont les porteurs d'électrons qui ne laissent pas les électrons énergétiques libres dans la cellule pour ne pas nuire à l'activité cellulaire. Donc, on a les produits de cette oxydation. Pour une molécule de glucose, on va tout multiplier par 2 et on obtient 6 CO2. Donc, pour vous rappeler bien du produit en matière de CO2, on a le glucose, il porte 6 atomes de carbone, donc on a production à la fin de 6 CO2. On trouve les 6 atomes de carbone dans les CO2 formés. On a aussi 8 NADHH+, 2 FADH2 et 2 ATP.